Ouais, j'ai rien trouvé de mieux pour faire fonctionner le tournevis sonique avec sa batterie défectueuse. Mais force est de constater que ça marche plutôt bien. Bonjour à tous et à toutes, je suis le Dr Key et aujourd'hui nous nous attaquons au troisième volume des aventures du 9e Docteur, à savoir Lost Warriors. Sorti le 23 novembre 2021 à l'occasion de l'anniversaire de la série, Lost Warriors a été réalisé par Barnaby Edwards. À l'écriture, nous retrouvons James Kettle pour The Hunting Season, Lizzie Hopley pour The Curse of Lady Macbeth et John Dorney pour Monsters in Metropolis. On attaque directement avec The Hunting Season. L'action prend place en Angleterre à Dubarry Hall en novembre 1936. Lord Hawthorne, sa fille Isabelle ainsi que le reste de la maisonnée sont souvent sujets à des raids de cavaliers humanoïdes, armés de fusils laser qui arpentent leur terre dans un but inconnu en hurlant le mot « flèche » qui veut dire en français « chair ». Le docteur débarque au pif comme à son habitude et son papier psychique le présente comme un brigadier, médecin vétéran de la Grande Guerre. Étant accueilli à Dubarry Hall, Isabelle, qui trouve que la guerre c'est trop bien, le harcèle pour savoir combien de personnes il a tuées. Mais le docteur préfère aller discuter avec le personnel, Madame Goose et Alice, maltraitées par le majordome de la maison, Streatham, et par Isabelle. Lors d'un nouveau raid, Lord Hawthorne abat un des cavaliers et, voulant éviter un massacre, le docteur part à la recherche du camp des créatures pour parlementer. C'est là qu'on apprend que ces gens sont les chairs, les Fleshkin. C'est le nom de leur espèce qu'ils n'arrêtent pas de crier avec fierté. Ils sont en réalité venus sur Terre non pas pour manger la chair des gens, mais pour traquer un criminel, un seigneur de guerre qui a commis énormément de massacres contre leur espèce et qui s'avère se terrer à Dubarry Hall. Et tous les raids qu'ils ont menés à cheval avec leurs fusils laser étaient des provocations pour tenter d'évaluer les forces de résistance qui pouvaient se terrer à l'intérieur du domaine. Le criminel de guerre en question va s'avérer être Lord Hawthorne, qui a pris une autre apparence et son identité va être révélée au cours d'un dîner de paix par le docteur. Celui-ci, qui bien évidemment ne va pas se laisser attraper gentiment par les Fleshkin, va opposer une résistance farouche qui va conduire à la chute de son manoir et à sa propre mort. Dubarry Hall est donc partie en fumée. Isabelle, la fille d'Hawthorne, médite sur ses origines troubles et sur son attrait inhumain pour la guerre en compagnie du majordome. Quant à Mrs. Goose et Alice, grâce à un petit coup de pouce du docteur, elles ont quitté le domaine pour se rendre à Londres pour pratiquer la couture au niveau royal. Et le docteur repart de son côté pour de nouvelles aventures, bien évidemment. Dans The Curse of Lady Macbeth, le docteur arrive dans le royaume de Moray en 1040, alors que Macbeth est en guerre contre le roi Duncan. Le Tardis se pose non loin du bord d'une falaise embrumée, et le docteur fait la connaissance de Lady Macbeth, de son vrai nom Gruach, accompagnée de deux servantes qui accomplissent une prière rituelle pour sauver leur terre du malheur. D'abord pris pour un démon, le docteur sauve Gruach d'un tentacule qui tente de l'attaquer. Il sympathise et Gruach explique au docteur sur le chemin du château que depuis la guerre contre Duncan, les nouveau-nés du royaume sont frappés par une malédiction et ont l'apparence de créatures amorphes, dépourvues de bouche et de nez. Lady Macbeth pense que Fuath, l'incarnation de la haine, est responsable de leur malheur et Lolach, son fils muet, n'a de cesse que de représenter la créature sous une forme tentaculaire infinie sur les murs de sa chambre sous le regard désapprobateur de son grand-père, le prince Kinnaid. Un incendie va alors frapper la tour où se trouve Lulak ainsi que les nourrissons maudits, fragilisant la structure. Le docteur va pouvoir protéger les lieux en faisant émaner depuis le Tardis un chant de grâce
télépathique. Après plusieurs péripéties, le docteur, en compagnie de Gruach, va se retrouver sur la côte à la recherche de l'antre de Fouath. Mais ils vont très vite se rendre compte, enfin le docteur, que le champ télépathique qu'il a mis en place a permis d'étendre l'influence de la créature sur le domaine de Moray. Et alors qu'il retourne dans l'enceinte du château, Macbeth est revenu de sa guerre contre Duncan et, galvanisé par les discours haineux de Kinnaid, est prêt à défier le docteur à l'épée. Et finalement, on se rend compte que le prince Kinnaid est en partie sous l'emprise de Fouath et que c'est de sa faute si un incendie a démarré dans la tour, car Fouath souhaitait détruire Lolac, qui connaissait sa véritable forme, ainsi que les nourrissons, car elle n'aurait pas eu d'emprise directe sur eux, car ces esprits sont vierges de toute haine. Décidant de propager de l'amour pour son père plutôt que de la haine, Gruach chasse Fouath, qui se détache de Kinnaid, qui malheureusement meurt sur le coup. Elle l'expulse de son royaume et préfère ne pas détruire la créature pour en faire un rappel du danger que constitue la haine pour le royaume de Moray. Tout est bien qui finit bien, les nourrissons retrouvent une forme humaine et le docteur repart encore une fois pour de nouvelles aventures. Pour conclure, nous avons la dernière histoire de ce coffret qui, comme la précédente, est également un épisode historique, à savoir Monsters in Metropolis, qui nous plonge dans le Berlin de 1925. Le docteur débarque au studio Babelsberg et est conduit par Anna Dreyfus sur le plateau de tournage de Metropolis. C'est là qu'il fait la connaissance de Fritz Lang et qu'il découvre que l'homme-machine sur le plateau n'est pas joué par Brigitte Helm, mais par un Cyberman, qui est la propriété de Dieter Jovanovic, qui démontre au docteur que cette machine est sous son contrôle. Il dit au docteur que cette chose est tout ce qui lui reste, qu'il a perdu toute sa famille dans la Grande Guerre et que participer à ce film est la chance de sa vie. Avec des réserves, le docteur le laisse faire et, en coulisses, le Cyberman tue l'acteur Olaf Richter, puis fuit, poursuivi par le docteur et par Dieter. La traque va alors se terminer dans les égouts et le Cyberman va être dans un état émotionnel assez terrible. Il regrette amèrement le meurtre qu'il a commis et se demande pourquoi on le lui a ordonné. Le docteur est alors sûr de deux choses. Premièrement, l'humain est plus fort que la machine et, deuxièmement, Dieter se sert du Cyberman pour assassiner les membres de l'équipe de Metropolis et le docteur va en faire les frais. Mis temporairement KO, il réussit à revenir au studio et va interrompre Dieter qui veut ordonner à son Cyberman de tuer Fritz Lang en faisant semblant d'avoir un pistolet pointé dans son dos. Dieter va expliquer ses motifs, il ne peut accepter qu'un pays vaincu propage un message de paix en voyant toute l'injustice que l'Allemagne a subie au sortir de la Première Guerre mondiale, et quand il se retourne, il se rend compte que le docteur ne tient pas dans sa main un pistolet, mais un stylo. Il ordonne alors au Cyberman de tuer le docteur, mais la machine refuse d'obéir à l'ordre de son maître et va le laisser inconscient après l'avoir étranglé. Dieter est alors arrêté par la police pour meurtre, Metropolis sort tel qu'il a été normalement produit et tel qu'on le connaît, et le Cyberman, de son côté, ne supportant pas son existence, bien qu'ayant retrouvé son humanité, va demander au docteur d'abréger sa souffrance. Le docteur, quant à lui, avant de partir, aura demandé à Anna Dreyfus et à Fritz Lang de quitter l'Allemagne, car il y a des guerres que lui-même ne peut pas arrêter, et il y en a une qui se profile, et qui va faire très mal. Lost Warriors est un coffret assez agréable à écouter et je dois admettre que c'est celui que j'ai préféré des 3 du 9e Docteur que j'ai écouté jusqu'à présent. The Hunting Season est une bonne vieille histoire de mésentente et de quiproquo qui prend une toute autre saveur alors que les cartes sont redistribuées en plein milieu d'épisode. Tout comme dans The Chimes of Midnight avec le 8e Docteur, l'époque est assez bien représentée, du moins la hiérarchie sociale britannique qui est montrée, avec un assaisonnement de menaces de châtiment corporel infligées à Alice de la part du majordome Streatham et de Isabelle. Des gens délicieux donc. Le docteur va justement préférer la compagnie des serviteurs à celle des maîtres et c'est justement intéressant de voir que c'est l'insistance d'Alice qui va mener à cette situation. Elle qui passe son temps à harceler le docteur pour lui demander s'il a tué des gens et combien pendant la Grande Guerre, alors que son papier psychique le fait quand même passer pour un brigadier médecin et par conséquent pour une personne qui est quand même censée avoir tenté de sauver plus de vies
qu'elle n'en aura pris. Et une fois de plus, ça fait écho à l'ombre de la guerre du temps qui plane toujours sur le docteur, et celui-ci préfère tout simplement fuir et plutôt que de répondre à des exigences assez mal placées, va aller proposer son aide et son soutien à des personnes qui en ont besoin, mais qui n'oseront jamais lui en faire la demande. Ce qu'il y a de bien dans ce coffret, c'est d'enchaîner avec 2 épisodes historiques, car oui, chose que j'ai appris cette année, mais que ce coffret ne m'a pas enseigné, car je l'ai su plus tôt, c'est que Macbeth, Lady Macbeth, donc Gruach et tout ça, avant d'être des personnages de Shakespeare, sont des figures historiques qui ont réellement existé. Alors, ce ne sera pas arrangé dans la saga de la guerre des 2 roses de Shakespeare, étant donné que les événements de Macbeth se passent quand même bien plus tôt, mais Shakespeare les a beaucoup romancés. C'est-à-dire que dans la réalité, même si ça suit plus ou moins les grandes lignes, on est assez éloigné de ce qui s'est passé dans la pièce. Il y a même des éléments assez sympathiques qui font écho à l'œuvre de Shakespeare, avec par exemple Lady Macbeth et ses 2 servantes dans la brume au sommet de la falaise au début de l'épisode, qui invoquent une prière exactement comme le font les sorcières au début de Macbeth. The Curse of Lady Macbeth se concentre sur la figure controversée qu'incarne la reine Gruach, à cheval en fait entre la figure d'autorité qu'elle incarne et la figure maternelle qu'elle a aussi vis-à-vis de son fils Lulach, mais également en tant que mère pour tous les sujets de son royaume. Et c'est quelque chose qu'on va pouvoir découvrir au travers du Docteur qui, comme dans The Hunting Season, va jouer ici un rôle de médiateur qui va nous permettre justement d'en découvrir plus sur ces personnages et de faire s'effondrer un peu leur façade. Lady Macbeth n'est pas une femme obsédée par le pouvoir, manipulatrice et terrible, et Macbeth de son côté n'est pas un type complètement effrayé par sa femme et qui lui obéit au doigt et à l'œil, c'est un fier guerrier de son côté. Bon, ceci dit, concernant Macbeth, dans les faits, il est quand même censé avoir brûlé son cousin et 50 de ses hommes pour ensuite se marier avec Gruach, qui était du coup reine de Moray bien avant que Macbeth ne pointe le bout de son nez. Donc après, est-ce qu'il l'a affronté puis il les a tous fait cramer ? On n'en sait rien, c'est-à-dire que entre ce que dit Shakespeare et ce que dit l'histoire, dans les 2 cas, soit c'est trop romancé, soit on manque de sources fiables pour pouvoir étayer ça. C'est comme le grand incendie de Rome qui aurait été provoqué par Néron. On n'est pas sûr, si vous voulez. Mais du coup, le portrait qui est dressé de ces personnages dans cet épisode est assez intéressant. Il apporte de la nuance, que ce soit vrai ou non, et c'est appréciable, je trouve. L'épisode nous présente aussi la mythologie locale de façon réadaptée, car le docteur est pris pour un homme bleu de Minch, alors qu'il n'a pas la peau bleue ni le corps d'un ondin. Et pour ce qui est du Huath, la créature est davantage humanoïde, mais le côté Cthulhu est aussi appréciable. Et je dois dire, pour terminer, que j'ai beaucoup apprécié Monsters in Metropolis, car c'est un épisode historique où un artiste ou un savant célèbre mis en jeu n'aura pas vu sa vie modifiée à mort et une rencontre avec le docteur inspirer son travail pour créer Metropolis, dans le cas de Fritz Lang. C'est pas le fait d'avoir vu un Cyberman qui va lui inspirer tout son film. Au contraire, on est déjà dans le tournage, on est loin dans la production du film. Contrairement à d'autres histoires, comme je reprends l'exemple de ma vidéo sur Mary Shelley, où dans 2 cas sur 3, Mary Shelley va se dire « Tiens, je vais écrire Frankenstein ou le Prométhée moderne parce que je suis tombé sur un humanoïde, que ce soit un Cyberman ou autre chose, qui était frappé par la foudre. » Ça fait peu comme matière pour se dire « J'ai vu ça, donc je vais écrire ça. » Et de toute façon, pour Monsters in Metropolis, c'était logique en fait quand on s'intéresse à la façon dont l'épisode a été produit. En fait, le Cyberman a été ajouté assez tardivement par John Dorney dans l'écriture de son épisode. C'est pour ça aussi que du coup, ça prend beaucoup moins d'importance et qu'on a déjà un cadre qui est posé. Aussi, ce qui est sympathique comme référence faite à la série est de voir le choix du Cyberman à la fin qui, bien qu'ayant retrouvé son humanité, décide de disparaître car il ne supporte pas ce qu'il est devenu. C'est une référence assez directe au règne des Cybermen, 2e partie, où le docteur examine un Cyberman de Cibus Industries et dit qu'ils ont un inhibiteur d'émotion sans lequel en fait il préférerait se donner la mort car ça serait trop difficile psychologiquement de supporter la transformation
qui a eu lieu sur eux. Quant à Dieter Jovanovic, l'antagoniste de cet épisode, eh bien, il incarne assez efficacement le prélude de la montée du nationalisme et du sentiment de revanche qui plane et d'injustice qui va porter le NSDAP à la tête de l'Allemagne de cette époque. C'est quelqu'un qui a effectivement tout perdu à cause de la Grande Guerre et pour qui il est absolument hors de question qu'un pays vaincu et humilié comme le leur propage un message de paix au travers d'un film d'une grande production comme Metropolis. Dans les faits, le personnage se comprend quand on sait à quel point le traité de Versailles a été draconien et assez injuste vis-à-vis de l'Allemagne, qui en a pris plein la tronche et ce, grâce au gouvernement français de l'époque, qui plutôt que d'être juste et raisonnable, voyait là une trop belle occasion de se venger de l'humiliation qu'a été la défaite de la guerre franco-prussienne de 1870 lancée par Napoléon III. Ah, y a pas à dire, hein, la France, on est toujours dans les bons coups à toujours prendre les meilleures décisions, hein, c'est incroyable. Mais justement, il est des guerres que le docteur ne peut arrêter car il est le docteur, il est comme Metropolis, il prône la paix et non la guerre, et tout comme Metropolis n'a pas été écouté en son temps, personne n'écouterait le docteur maintenant dans l'Allemagne de cette époque, car en vérité, il y a un point de non-retour qui a déjà été franchi depuis longtemps, les choses sommeillent, vont se relever progressivement, mais le docteur, ou un film comme Metropolis, qui a été complètement ignoré à son époque et adulé par la critique bien plus tard pour sa profondeur, n'aura aucun impact sur ce qui arrive. Donc que Dieter se soit attaqué à Metropolis maintenant, et même s'il avait réussi, ça n'aurait pas changé grand-chose au final. Un peu une tempête dans un verre d'eau. J'ai jamais compris cette expression. Bref, notre vidéo arrive à son terme. J'espère que ces aventures du 9e Docteur auront su vous plaire. Moi, elles m'ont totalement conquise. Et dans ce qui va suivre, il va falloir quand même s'attaquer à la 3e saison du 8e Docteur dans la main range, qui normalement devrait arriver le mois prochain, avec une vidéo sur Bip le Mip en extra, pour s'attaquer, comme je le veux, un peu aux comics. Parce que là-dedans, il y a aussi pas mal de choses sympathiques à découvrir, donc voilà, nous nous retrouverons pour ceci le mois prochain. Mais d'ici là, vous, portez-vous bien, c'est le plus important, et bonnes vacances pour ceux qui en ont.